Nous sommes le 31 décembre 2023, oui, c'est le dernier jour de l'année et on me dit à l'oreillette qu'on va bien se marrer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette petite vidéo aujourd'hui, on va revenir sur mon classement, mon top flop de l'année 2023. Je suis pas sûr que vous allez être d'accord avec moi, mais justement, on en parlera dans la section commentaires. Il me semble que c'est fait pour ça. Et vu que j'ai envie de bien me marrer, mais avec vous, on va commencer tout de suite par les flops 2023. Attention, les flops selon moi. Cet avis, ce classement n'engage que moi. Et on commence tout de suite avec un film de science-fiction que déjà tout le monde a oublié, 65, La Terre d'avant. Celui-là, il est très gratiné. On est sur la planète Somaris, dont tout le monde se fout, et Mills, joué par Adam Driver, qu'est-ce qu'il est venu foutre là-dedans, va devoir sauver sa fille d'une maladie, et pour ça, il va accepter une mission, aux confins de l'univers. Malheureusement, son vaisseau spatial, complètement mal fait en CGI pourri, digne d'un film Asylum, et vous savez à quel point j'adore les films Asylum, va s'écraser sur une planète non répertoriée. Je pense que c'est la Terre. Là, il va faire la rencontre d'une autre enfant qui vit seule sur cette planète, on sait pas pourquoi. Il va faire forcément une projection avec sa fille qu'il a laissée derrière lui, et ils vont devoir survivre. À quoi? Et Jurassic Park n'a qu'à bien se tenir, des dinosaures. Bon, la bande-annonce semblait cool, en fait le film, il est tout naze, tout le monde l'a déjà oublié, on passe au suivant. En 9e position, Scream 6. Oui, j'avais défendu le 5, que j'avais trouvé sympa au demeurant. Là, y a rien à sauver, mis à part la scène d'introduction qui est sympa, mais tout le monde a quitté le navire. Melissa Barrera s'est fait virer, Gina Ortega l'a rejoint, et apparemment, les réalisateurs veulent plus revenir. Allez, suivant. En 8e position, La Nonne 2, La Malédiction de Sainte-Lucie. Et comme son nom l'indique, ça se passe en France, à Sainte-Lucie, dans un orphelinat. La nonne va revenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un personnage que j'adore, introduit par James Wan dans le Conjuringverse. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'était iconique, la nonne, elle faisait flipper. Là, il y a plus rien à sauver nulle part. C'est nul, tout. Et pourtant, ça a marché. Ça a marché parce que les gens aiment avoir des frayeurs dans les salles de cinéma. Vous me direz si vous avez kiffé, j'ai détesté. En 7e position, un film que j'aurais dû adorer, ou tout du moins aimer, parce que j'aime le personnage, j'aime la franchise, j'aime la légende. Il s'agit bien entendu de Creed 3. Sylvester Stallone, Rocky, Apollo Creed, l'héritage. Qu'est-ce qu'il en reste? Rien. Ce petit prétentieux de Michael B. Jordan a trahi Sylvester Stallone, il a trahi Rocky, il a trahi Apollo Creed, il a trahi la franchise, il a trahi la légende. C'est une honte. En plus, il a réalisé le film qui est très mal réalisé. Les combats de boxe sont nuls à chier et en plus, son adversaire, sa némésis, c'est Kang. Allez, next. Ça y est, on y vient, on y arrive. Le genre héroïque que les jeunes adorent. J'adore aussi. Mais là, cette année, on a été gâtés. C'est gratiné. En 6e position, Blue Beetle. Representation matters. Bien sûr, la représentation, ça compte, mais pas quand c'est caricaturé comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Qu'est-ce que c'est que ce film Old El Paso? J'avais envie d'y croire et au bout du compte, ce n'est qu'une sombre farce. Non mais allez vous remater The Giver, ce film, cette série B incroyable des années 90, ou rematez-vous Iron Man 1. Mais franchement, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est juste pas possible. Tout le monde a déjà oublié ce film. Ça gueule dans tous les sens. Mais les caricatures, elles sont limite, pour moi, racistes. On parle de films racistes des fois, mais ce film-là, c'est juste pas possible. Blue Beetle, c'est à oublier automatiquement. On continue bien sûr avec les super-héros. Et à la 5e place, Ant-Man 3, Code Quantum Mania. Quantum Mania, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On nous avait promis un voyage à travers la physique quantique et le multivers, et au final, on se retrouve au parc Astérix, la Wonderland. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de pâte de fruits? Ant-Man 1, c'était sympa, mais là, y a rien à sauver. Amener les déménageurs, putain, mais virer tous les meubles à la déchetterie. Mais qu'est-ce que c'est que ce film où t'y crois pas une seconde? Y a Michael Douglas dans ce film, il est encore venu se perdre là-dedans, je comprends même pas. La fille de Scott Lang, elle a créé un appareil quantique, ses parents vont être propulsés dedans, ils vont arriver dans un univers de chewing-gum. T'y crois pas une seule seconde. Les CGI, ils sont pourris, c'est nul. Y a rien à sauver, y a pas de mise en scène. Je sais même plus quoi dire. Allez, next. Et en 4e position, bon, j'ai fait un DC. Là, je viens de faire un Marvel. Ah bah, je vais refaire un DC. Aquaman 2. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aquaman 2 s'est perdu, Aquaman 2 s'est noyé, James Wan s'est fait arnaquer, les amis. Vous savez à quel point j'aime James Wan. J'ai toujours dit qu'il n'avait jamais raté un seul film. J'aime tous ses films. Il vient de rater son premier film, Aquaman 2. Warner lui a bien fait à l'envers. Il n'y a plus rien à sauver de ce personnage introduit iconiquement, magnifiquement par Snyder dans la Justice League. Putain, il était badass à mort. C'était génial. En plus, c'était un nouveau look. On n'a jamais connu Aquaman comme ça. Aquaman n'avait pas du tout ce design-là dans les comics. Snyder a eu l'intelligence de le rendre badass avec une barbe et tout. Une espèce de viking aquatique. Putain, on a adoré ça dans la Snyder Cut. Bon, en 2018, le film était très coloré, très hongkongais. Il avait fait plus d'1 milliard au box-office. Au demeurant, c'était sympa, même si l'image commençait à se casser. Et ça me fait mal au cœur parce que je possède moi-même une réplique du trident
blanc d'Aquaman qui est magnifique. Mais là, il y a rien à sauver, des blagues du début à la fin, des designs copier-coller au 1 et encore pire, en pâte carton. Vraiment, j'avais envie d'y croire. J'y étais avec mon neveu qui a 11 ans. Lui, il a passé un super moment. Il m'a dit, tonton, c'est génial et tout. C'est cool, Aquaman et tout. C'était le dernier film du Snyderverse. Merci encore Zack Snyder pour ta trilogie. Allez, on passe au suivant. Et allez, on continue sur la lancée. On revient sur du Marvel avec les Gardiens de la Galaxie 3. Oh, bon, alors, c'est pas pire que Wakanda Forever, mais on n'est pas loin. Là, les gardiens, ils vivent sur Nowhere. Déjà Nowhere, déjà le film, c'est exactement ça. C'est Nowhere, c'est nulle part. On sait pas du tout où il va t'amener. Et là, dans leur paisible camping, ils vont être attaqués par Adam Warlock, le méchant le plus anti-charismatique du monde. Créé, je sais plus, par la super puissante prêtresse d'Ayesha, je sais pas quoi là, c'est... Et ensuite, tu changes de chaîne, tu te retrouves chez 30 millions d'amis, l'origin story de Rocket, qui a été créé par le maître de l'évolution, je sais plus quoi, mais c'est nul. Mais c'est nul! Mais c'est nul! Et ça me fait mal au cœur, j'avais kiffé les Gardiens de la Galaxie 1, j'avais trouvé ça génial. Le 2, je l'avais trouvé cool. Vous voyez à quel point je peux être juste. J'ai kiffé les 2 premiers, mais là, le 3, c'est pas possible. Il y a rien. C'est nul, c'est vide. Et à la fin, ils font une boum! Une boum, ils dansent, des blagues pipi caca, mais qu'est-ce... Allez, next. En deuxième position, oh là là, je vais me faire taper dessus, The Creator. Le film tant attendu qui venait sauver la science-fiction, ce genre trop souvent bafoué, signé Gareth Edwards. On est en 2065, l'humanité doit se battre pour sa survie contre une intelligence artificielle qu'elle a elle-même créée. Merci James Cameron, Terminator. Et on va suivre Joshua, un ancien agent des forces spéciales, campé par John David Washington, oui, le fils de Denzel Washington, qui est profondément atteint et attristé par la mort de sa femme, jouée par Gemma Chan, et profondément attristé par le fait qu'il ne sache pas jouer la comédie. Oui, je le redis ici, il ne sait pas jouer la comédie, ce gars. Et pourtant, c'est le fils du meilleur acteur au monde. Denzel Washington, vous le savez, pour moi, c'est le meilleur acteur au monde. C'est le seul acteur au monde où je possède tous ses films en physique. J'ai sa filmographie, je l'adore, je l'ai vu jouer en pièce de théâtre, j'ai eu la chance de lui serrer la main, je l'ai vu en vrai, j'adule Denzel Washington, mais son fils, c'est pas possible, putain. C'est pas possible. Mais ce film a pour lui ses effets spéciaux. C'est vrai que les effets spéciaux sont magnifiques. Il a pour lui, en fait, d'avoir fait une espèce de réalité augmentée. Ils sont partis filmer en décor naturel, ils ont voyagé, et là, ils ont incrusté des effets spéciaux magnifiques. C'est vrai, les effets spéciaux sont superbes. Mais c'est pas parce que les effets spéciaux sont superbes que le film marche. Le film ne marche jamais. Il y a rien. Et en plus, ça se veut aussi inclusif, mais c'est caricatural au possible. Et je sais pas comment les producteurs ou le réalisateur Gareth Edwards ont eu le mauvais goût d'incruster dedans un plan de la véritable explosion qui a eu lieu au Liban en 2020, qu'ils ont juste transformé avec des CGI. Ils ont littéralement pris le footage de la véritable explosion qu'ils ont transformé un petit peu. J'en avais parlé dans un live. C'est juste honteux d'avoir fait ça. J'arrive même pas à comprendre comment ça a pu être validé. Bref, on s'en fout. Le film, il est nul. Tout le monde l'a déjà oublié, j'en suis persuadé. Ou alors, si c'est pas le cas, venez me taper dessus en commentaire et on en parlera. Je viendrai défendre mes arguments. Bref, c'est ni fait ni à faire. Next. Et en première position, je suis sûr que vous vous en doutez déjà, mais le pire film du monde 2023 est français. Et il s'agit bien entendu de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Un budget pharaonique à faire pâlir le chiffre d'affaires des exportations Made in China de plus de 70 millions ou près de 70 millions d'euros, je ne sais plus. Bref, les décors sont nuls, les costumes sont nuls, les acteurs sont nuls, ou du moins ils ont mal été dirigés. Bref, Guillaume Canet, mais qu'est-ce que t'as foutu, mec? Mec, t'as pas le droit de venir pleurer sur les plateaux de télé et dire aux Français de venir voir ton film. Si c'est pour nous délivrer ça, tu dois délivrer la marchandise. Les Français, ils sont prêts à la gorge, tout augmente, le cinéma, ça a augmenté, le cinéma, c'est cher, mais on y va quand même. Et toi, tu nous livres ça? C'est impardonnable, tu mérites le Razzie Award. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu est une catastrophe industrielle. Il n'y a rien à sauver dans ce film. C'est le film le plus nul du monde de 2023. Je suis désolé, c'est comme ça. Bref, voilà mon flop 10 des pires films de cette année. Et mention spéciale à En eau très trouble et Barbie. Mais alors là, j'en parle même pas. Ah, enfin! On passe au top 10 des meilleurs films de cette année et on commence tout de suite à la 10e position avec Misanthrope. Éléonore Falco campée par Shailene Woodley qui est en service ce soir-là et le film s'ouvre sur une tuerie de masse. Un sniper perché dans un building va abattre tout ce qui bouge. C'est l'horreur, c'est l'effroi, il y a une tension, c'est super bien mis en scène et suite à ça forcément va s'ouvrir une incroyable enquête. Au casting, l'incroyable Ben Mendelsohn qui joue un agent du FBI en charge de cette enquête et qui va recruter cette jeune patrouilleuse parce qu'il sent en elle un espèce de sixième sens et du coup il
ils vont faire équipe pour élucider cette enquête et remonter jusqu'à la piste du tueur. Vous verrez les motivations du tueur. Il y a une espèce de morale sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est assez passionnant. C'est un thriller super bien fait. Un film policier un peu à la vibe années 90 comme on n'en fait plus. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Attention, petite surprise. En 9e position, Sympathy for the Devil avec Nicolas Cage et Joel Kinnaman. Un thriller noir à la sauce road movie, un petit peu dans la vibe de Collateral de Michael Mann, sans le génie, mais très cool tout de même, où Joel Kinnaman va jouer un chauffeur qui va être obligé de transporter un passager mystérieux. Il va être tout simplement braqué par ce passager, campé par l'incroyable, l'unique, le seul Nicolas Cage, ténébreux, avec un look, voilà, là, t'as l'impression de retrouver le Nicolas Cage des années 90. Putain, j'adore. Alors, c'est pas sorti au cinéma chez nous, mais c'est vraiment la bonne petite surprise de cette année. Et la performance de Nicolas Cage, oh là 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 là. Je vais pas vous spoiler, mais la scène du diner, oh là là. La mise en scène est magnifique, la photographie est superbe. Écoutez, si vous n'avez pas vu ce film, embarquez dans ce road trip avec Nicolas Cage et Joel Kinnaman, allez le voir tout de suite. Et en 8e position, attention les amis, un film de super-héros. Je vais me faire taper dessus. Oui, contre toute attente, j'ai apprécié The Flash. Alors, regardez-moi ça. Hop. Hop, oui, petit artefact sympathique. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est vrai, les effets spéciaux qui se passent dans le multiverse sont pourris. C'est vrai, t'as l'impression de regarder des effets spéciaux de la PlayStation 2. C'est vrai, ok. Mais mis à part ça, bah ça m'a fait plaisir de revoir le Batfleck une dernière fois. Ça m'a fait plaisir de voir Bat Keaton, parce que putain, Michael Keaton, quand il met le costume, putain, c'est Batman, automatiquement. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, il a 70 ans. Le mec, quand il sous-top, putain, c'est Batman, les gars, c'est Batman. Et qui aurait pu prédire il y a 30 ans qu'on reverrait Michael Keaton dans ce rôle? Personne, et ça fait extrêmement plaisir. La nostalgie a marché sur moi. Alors oui, le film est bourré de défauts, Ezra Miller, il prend la tête, en tout cas, son double jeune, là, il nous prend la tête, ça c'est sûr et certain. Mais quand même, il y a une émotion qui s'en dégage, il y a de l'action, on peut pas dire qu'il se passe rien dans ce film, il y a de l'action, les scènes d'action sont plutôt épiques, c'est assez cool. Encore une fois, il y a des effets spéciaux, voilà, à géométrie variable, ok, mais on passe un bon moment. Globalement, c'est quand même très sympathique. Alors, on est loin du Snyderverse, c'est vrai, mais il y a une espèce de continuité, une espèce d'hommage, et quand on sait par quoi sont passés ces films, voilà, on peut comprendre. Donc oui, j'assume, j'ai passé un très bon moment devant Flash. Allez-y, lynchez-moi dans les commentaires. On continue avec un film Netflix, vous l'avez deviné, Tyler Rake 2. Toujours réalisé par Sam Hargrave et produit par les frères Russo, ce film se passe tout de suite après le 1 et on va amener Tyler Rake se faire soigner à Dubaï. Et on va suivre Tyler pendant des mois se remettre de ses blessures tout doucement. Et lui, il avait envie d'une vie paisible et raccrochée, mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe quand un mec est tranquille? Eh ben, son ex-femme, elle le rappelle, elle le fait chier, bien sûr. Est-ce que tu peux aller sauver ton ex-belle-sœur? Ma petite sœur est retenue prisonnière par un démon terroriste. C'est pas possible, un Georgien. Oh là là, oui, les Russes, les méchants Russes. Bref, vous l'avez compris, il va reprendre du service pour une mission d'extraction, aller sauver sa belle-sœur retenue dans une prison. Et alors là, les amis, plein d'actions, de plans séquences, de practical, avec un mélange savant de CGI qui ne se voit pas vraiment. Et donc, du coup, c'est cool. Et t'es plongé au cœur de l'action. Ils ont mis la barre encore plus haut. Moi, j'avais beaucoup aimé le 1. Je trouve que le 2, franchement, ils ont franchi un palier. Ça fait plaisir de voir Chris Hemsworth dans un vrai rôle badass, noir, où il fait pas de blagues, comme dans les Thor. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Thor, les pauvres? Il n'est devenu plus que l'ombre de lui-même. Et là, tu le vois, il rigole pas, il défouraille tout ce qui passe. Tu sens la puissance, l'impact des coups. Un festival d'action, recommandation, Tyler Rake 2, foncez et vivement Tyler Rake 3. Et en 6e position, un film qui vient tout juste de sortir sur Amazon Prime, le retour du maître de l'action, John Woo, avec Silent Night. Et on va retrouver Joel Kinnaman. Décidément, il apparaît 2 fois dans mon top cette année avec Sympathy for the Devil et ce film-là. Et on le retrouve en père de famille, meurtri par la mort de son fils à cause d'une balle perdue, d'échange de fusillades entre gangs pendant la période de Noël. Et du coup, il va se venger. Film totalement original, coup de génie, que dis-je, coup de maître de John Woo, puisqu'il n'y a aucun dialogue, que de la narration visuelle qui te tient en haleine du début à la fin. Alors ça commence avec un peu d'action et la tragédie qui arrive à cette famille, et ensuite on va suivre notre héros tout au long du film se préparer pour la revanche, et du coup ça nous donne un vrai film dramatique avec une tension pour un climax vraiment spectaculaire. Moi j'ai passé un super moment devant Silent Night, signé John Woo, c'est la bonne surprise de cette fin d'année. Franchement, foncez sur Amazon tout de suite, vous allez kiffer. En 5e position, Equalizer 3, avec le meilleur acteur du monde, Denzel fucking Washington. Oui, alors ce film a divisé parce que tout le monde disait qu'il n'y avait pas assez d'action, mais qu'est-ce que j'ai kiffé.
Antoine Fuqua, toujours à la réal, signe en fait son espèce de pseudo petit parrain. Oui, attention. On pense à ça parce que ça se passe en Sicile, ça implique la mafia, il prend son temps pour développer ses personnages, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est assez lent, voilà pourquoi certains ont cité le parrain, mais on est quand même à des milliers d'années-lumière du parrain, qu'on s'entende, attention, hein, je veux pas... J'en ai déjà assez pris dans les commentaires. Denzel Washington revient un peu plus affûté que dans le deuxième opus. Il a plus le look du premier. Ça fait plaisir à voir. Il a la forme. Par contre, attention, c'est d'une violence. Oh là là, si vous aimez le sang, c'est très graphique. Et moi, ça, j'ai aimé. Il y a effectivement pas beaucoup d'action, mais quand il y en a, il fait pas de cadeau. Performance toujours parfaite de Denzel. Je sais même plus quoi dire. Voilà. Equalizer automatiquement dans mon top. C'est tout. C'est comme ça. Allez, on passe au suivant. En quatrième position, si vous n'aimez pas trop les araignées, ou alors si vous êtes complètement arachnophobe, foncez voir Vermine de Sébastien Vanissek. Oh là là, la bonne surprise made in France de cette fin d'année. J'ai été le voir au cinéma hier soir et c'est très rare qu'un film me scotche à mon siège ou alors tu sais que je suis comme ça parce que moi vraiment les araignées c'est... Oh, mais là il y a vraiment une tension à chaque apparition d'araignée ou alors quand tu t'imagines qu'elles vont te sauter dessus, t'es là, t'es comme ça. Oh là là, mais c'est une réussite totale. Ce jeune réalisateur a eu l'intelligence de transposer son film de monstre dans les cités. Et alors moi, vivant dans une cité, je suis plutôt allergique. Hein, ça me saoule, les films de quartier, tout ça. Quand tu vis dans un quartier, je peux te dire que quand tu vois un film sur les cités, ça saoule. Tu sais, c'est toujours pareil, c'est souvent caricatural au possible. Et franchement, ça gonfle et j'en peux plus. Tous ces films-là, j'ai next, tu vois. Mais qui m'aurait dit un jour que je verrais un film de monstre, qui plus est d'araignée, se passer dans une cité? C'est toute l'intelligence du récit et pour le coup, ça fonctionne vraiment. Alors oui, il y a quelques trucs un peu caricaturaux, parfois ça gueule, parfois les acteurs tu comprends pas tout ce qu'ils disent, hein, le son, des fois il y a toujours des petits problèmes de son, mais ça malheureusement dans le cinéma français, c'est monnaie courante. Mais tu sens les acteurs impliqués et tu sens qu'ils flippent vraiment. En plus ils ont vraiment fait venir des araignées sur le plateau, c'est incroyable. Et c'est réussi. Il n'y a pas une seule fois où je me suis dit putain les araignées c'est mal fait. Non, ça marche. Même quand il y a un peu de CGI, ça fonctionne vraiment super bien. Et je te jure, t'es comme ça sur ton siège. Bah, moi, vraiment, à un moment donné, j'avais un sweat à capuche, j'ai mis ma capuche, je te jure, parce que moi, les araignées, c'est quand même un truc, c'est pas terrible, tu vois, je préfère, tu vois, être sur un ring plutôt que, tu vois, les araignées, c'est pas trop mon truc. J'ai pas envie de vous spoiler plus, il vient de sortir cette semaine, foncez le voir au cinéma, vous allez passer un super moment, et c'est très prometteur, voilà, c'est de ça que le cinéma français a besoin, hein, et pas Astérix et Obélix. Merci. Foncez voir Vermine. En troisième position, Thanksgiving, le nouveau film d'horreur de Eli Roth, la nouvelle franchise avec le tueur John Carver. Ah là là, mais quel bon film, putain. Si vous aimez les vrais slashers à la sauce 90, mais alors là, vous allez kiffer le gore en plus, parce que c'est extrêmement gore. Je m'y attendais pas du tout, mais j'ai pris un pied. Oh là là, c'était fun, c'était mortel. Ça se passe dans le Massachusetts, donc pendant Thanksgiving, et le film s'ouvre sur une scène du Black Friday où tu vois les gens s'arracher la gueule pour avoir des gaufrières gratuites, des télés, des téléphones. Mais c'est marrant parce que t'as une espèce de mise en abîme avec ce qui se passe même dans notre pays pour des pots de Nutella. Mais là, tu vois la bêtise humaine. Tu te dis, putain, mais c'est ça les gens, des animaux, quoi. Cette scène est déjà culte et du coup, à cause de cet accident pendant ce Black Friday, eh bien, John Carver va venir se venger le Thanksgiving d'après. Moi, dans les slashers, j'attendais ça. J'attendais un renouveau plutôt que de nous resservir toujours les mêmes, Scream, Michael Myers. C'est cool, attention, j'aime, mais un nouveau visage, John Carver. D'ailleurs, la suite est déjà signée, donc on va avoir le 2, ça c'est vraiment cool. J'ai reçu un des acteurs principaux sur la chaîne, l'interview est disponible, allez la voir, ça fera plaisir. Mais franchement, Thanksgiving, c'était la bonne surprise, je m'y attendais pas du tout. Ah là, un bon slasher, mais vraiment à la sauce 90. Hein. Alors là, il n'y a pas de tout ce que vous n'aimez pas dans le cinéma d'aujourd'hui avec les codes, ouais, le progressisme, tout ça que vous n'aimez pas. Bref, là, c'est vraiment... Sauce 90, c'est mortel, ça défonce, tout le monde prend cher et c'est très 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 graphique. Thanksgiving, c'est vraiment le top. En deuxième position, Mission Impossible 7. Décidément, Ethan Hunt est increvable et vive Tom Cruise. Ah là là, quel putain de bon film. Et cette fois-ci, il va se battre contre l'intelligence artificielle. Forcément, c'est l'époque qui l'oblige, mais c'est spectaculaire. Ça joue super bien, c'est super bien mis en scène. Et il va nous faire encore cette fameuse cascade de la falaise en moto. Il va ouvrir son parachute. Oh là là, c'est super bien mis en scène. Il l'a fait 7 fois. Il est pas mort. Il est là. J'espère qu'il va pas nous faire une bêtise. Voilà, j'ai hâte de voir la suite. Ça n'a pas eu le succès escompté au box-office. Putain, pourquoi? À cause de Barbenheimer. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Bref, Mission Impossible 7 est un opus de la saga à revoir à la hausse. Vraiment, je l'ai revu. Je l'ai encore mieux aimé la deuxième fois. Vive Mission Impossible. On ne veut pas que ça s'arrête. Merci. Allez, balancez. Et à la première place de ce top, allez-y, balancez les œufs, balancez les commentaires. Rebel Moon. Oh
Oui, Rebel Moon de Zack Snyder. Zack is back again. Oui, il est là, il est revenu. J'aime ce film, je l'adore, et je l'ai revu une deuxième fois. C'est mieux la deuxième fois, et ce sera encore mieux la troisième fois. Alors tout a été dit sur ce film, c'est très tranché, soit il plaît, soit il plaît pas, soit on a passé un bon moment. Moi j'adore, j'ai hâte de voir le director's cut, j'ai hâte de voir la suite. Et c'est vrai que moi j'ai regardé ce film en sachant exactement ce que Zack va nous montrer graphiquement, voilà, en me disant tiens là, quand tu vas voir le director's cut, tu vas avoir des membres coupés, parce que sachez que le director's cut est d'une violence, mais vous allez péter un câble. Alors oui, j'assume, ce sera Rebel Moon, je l'adore, tous les acteurs jouent bien. Alors c'est vrai que on a un petit souci de rythme, parce que alors, les gens ils disent ça, soit il y a pas d'action, soit il se passe rien, soit ça prend trop son temps, dès qu'il y a trop d'action, on dit que c'est trop rushé. Bref, il faut savoir ce que vous voulez. Là dans son film, on a une première partie qui prend son temps et une deuxième partie un peu rushée dans l'action, c'est vrai, mais c'est parce qu'elle va être entrecoupé d'un director cut qui va venir vous alimenter. Je sais que vous vous êtes plaint, par exemple, le général Titus, on le voit pas assez. Vous allez avoir beaucoup plus de général Titus, beaucoup plus de Nemesis. Bref, vous allez kiffer. Rebel Moon Forever, vive cette nouvelle saga de Netflix qui est première partout dans le monde. C'est un succès, que vous le vouliez ou non. C'est ça qu'on aime chez Zack Snyder. Il déchaîne les passions des haters et il déchaîne les passions. Alors, il y a aussi, attention, hein, parce qu'on parle des haters, mais il y a aussi les espèces de fous. C'est-à-dire, si demain Zack Snyder, il fait pipi, machin, ils seraient capables de prendre une photo et de l'afficher dans leur bureau, tellement eux sont décérébrés. Non, il y a des décérébrés des deux côtés, qu'on s'entende. Hein. Moi, j'entends les avis et j'ai aucun souci d'en discuter, mais j'ai aimé ce film et vous savez pourquoi. En tout cas, on en discute en commentaire. Mention spéciale, bien entendu, à Oppenheimer. J'aurais aimé voir une explosion nucléaire. Mention spéciale à l'incroyable film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Un incroyable Robert De Niro et DiCaprio. Un sujet horrible, mais tellement important. Voilà, j'ai adoré. Mention spéciale aussi à Knockout de Cabin. J'ai passé un excellent moment devant ce film. Et au petit DTV, passé un peu inaperçu qui s'appelle Mobland avec John Travolta, Stephen Dorff et Kevin Dillon. Un vrai film noir, un vrai thriller. Sauce Sheridan, j'ai adoré. Et voilà les amis, c'est tout pour ce top flop 2023. On en discute en commentaire, on échange. Je répondrai à tous les commentaires, promis. Je sais que ça va diviser, mais c'est toujours cool d'échanger et c'est ça le plus important. Quant à moi, je vous souhaite de passer un très bon réveillon du jour de l'an et vous souhaite une très bonne année 2024. On se retrouve jeudi 4 janvier pour la 7e dimension. On fera un bilan live avec mes potes youtubeurs 2023. On va kiffer. N'oubliez pas de mettre un pouce sous cette vidéo, de vous abonner et je vous dis à très vite. À l'année prochaine. Ciao.